ABK Matin, l'interview. Merci à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur la fréquence utile et agréable ABK Radio 89.9 FM. Notre invité de marque est là. Bonjour Henriette Ekoué, merci de nous faire l'honneur d'être dans ce studio pour répondre aux questions que nous allons vous poser dans les minutes à venir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue votre rédaction. Oui. Et je salue aussi tous vos auditeurs. C'est un honneur pour moi d'être là. Parlons à propos de cette actualité de Marielle Digdan Emmanuel, le préfet du département du Fondi, qui a rendu public un arrêté qui, du point de vue des défenseurs des droits et libertés, parle d'une violation grave de la Constitution. En dépit des jours qui s'écoulent, la pression ne retombe pas entre ceux qui pensent que le préfet est dans son droit et ceux qui estiment qu'il veut ramener le Cameroun au temps du maquis. Vous avez sans doute parcouru cet arrêté. Quelle est votre position là-dessus? D'abord, ce n'est pas au président, au préfet de ramener une disposition qui a été abolie dès 90, c'est-à-dire l'ordonnance de 62, qui était une ordonnance qui avait été prise par le président Ahidjo le 12 mars pour combattre la subversion. Et c'est normal parce qu'à l'époque, le président était à la tête d'un parti qui était minoritaire, l'UC, l'Union camerounaise. Et donc, après la réunification en octobre, au mois de mars, il prend cette décision pour combattre la subversion. Et la disposition de cette ordonnance de 62, c'était qu'il fallait dénoncer tous ceux qui tenaient des propos à l'encontre du gouvernement. Non seulement il faut les dénoncer, mais celui qui ne les dénonce pas subit le même sort que celui qui a tenu les propos. Coupable, C'est-à-dire, vous pouvez être déporté à Djoliré, à Mantoumou, à Yoko, à tout moment. Et cette ordonnance avait maintenu le Cameroun dans une véritable prison à ciel ouvert. Et c'est 4 ans après que le président de la République a donc fondu tous les partis dans l'UNC. Bon, ce qui veut dire que le président Ahidjo était un peu soucieux en période de multipartisme. Il était un peu soucieux de maintenir son leadership. Alors, au lendemain, en 90, au lendemain du procès Yondo, le président de la République décide de convoquer un congrès le 8 juin 1990 pour dire au RDPC, à ses militants, préparez-vous à la concurrence. À partir de là, le président Biya a aboli l'ordonnance de 62 dès 1990, avant même décembre où on a tenu cette fameuse session des libertés, où on a proclamé multipartisme et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est au président de dire qu'il ne faut plus de propos dissidents sur l'étendue de son unité administrative. Mais quand le président abolit l'ordonnance de 62 en 90, à partir de là, on avait le droit de parler. Et souvent, le gouvernement dit à l'étranger que il y a beaucoup d'organes de presse, il y a des radios privées, il y a des télévisions privées. C'est signe de la vitalité de notre démocratie et surtout de la liberté de la presse de l'opinion. Donc ce préfet n'a pas le droit, pas du tout, de ressusciter une disposition qui a été bannie dès 1990, au lendemain du congrès du RDPC, lorsque le président a convoqué d'urgence un congrès à Yaoundé et où il a dit à ses militants, préparez-vous à la concurrence. Donc cette disposition est sans objet. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit. Mais vous n'êtes donc pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il est dans son rôle, celui de veiller à ce que les biens et les personnes soient en sécurité, qu'il y ait une certaine stabilité dans le pays? Est-ce que les biens et les personnes sont en détresse ou en danger? Donc quand les institutions sont attaquées, quand le président de la République est attaqué, il y a des propos haineux qui sont orientés contre lui, contre les institutions. On peut demander qu'il n'y ait pas
des propos haineux. Oui. Mais on ne peut pas supprimer la liberté de la presse et de l'opinion sur un territoire, parce que c'est son unité administrative. Et s'il connaît un peu l'histoire politique de son pays, puisqu'il était à l'ENAM, il sait bien que l'ordonnance de 62 a été abolie en 1990, avant même la décision de prendre des lois pour la démocratie, le multipartisme et tout le reste. Le préfet du département du Fondi, Emmanuel Mariel Digdan, estime que de nombreux invités qu'on peut avoir sur des plateaux, qu'on peut avoir même dans des émissions, des débats radiophoniques, ils vont un tout petit peu de façon un peu agressive pour ce qui est... Mais c'est très surveillé par le CNR. C'est absolument surveillé. On a veillé à ce que toutes les opinions soient représentées sur les plateaux et souvent même on reprend les animateurs. On leur dit vous avez fait la part belle à un tel ou à un tel. C'est sous surveillance. Même ce qu'on est en train de dire là, c'est sous surveillance. Toutes les radios sont écoutées par des services spéciaux. Est-ce que c'est pas justement parce que généraux. Ces radios sont écoutées par ces services spéciaux que de telles mesures peuvent être prises par le préfet du département du Fondi parce qu'il parle des dérives observées sur les plateaux radio et télé? Mais vous-même, vous avez l'habitude de regarder ces débats. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des dérives quand même qui sont observées dans le cadre de certaines émissions? On est en démocratie. Oui. On est en démocratie. Et on a veillé à ce que le RDPC soit toujours représenté sur les plateaux. Oui. Il y a une commission qui gère la communication du RDPC. Tout à fait. Et on les dispatche sur tous les plateaux. Même si je parle maintenant et qu'on veuille qu'on corrige les propos d'Henriette Ekwe, on va envoyer quelqu'un d'autre pour redresser ce que j'ai dit. Le problème, c'est que je me base sur l'histoire. Oui. Et ça, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est Amadou Ahidjo qui a pris cette décision à la surprise générale. Oui. Parce que ça mettait tout le monde, y compris nos frères du Cameroun occidental, qui sont venus. Cette ordonnance disait que tout le monde, où que tu sois, tu ne dois pas tenir des propos. Et je me souviens qu'à l'époque, il y en a qui ont été sanctionnés, il y a des personnes qui ont été sanctionnées, qui ont été déportées. Oui, mais on a mis des gens en prison. Oui. On a mis des gens en prison qu'on envoyait à Tcholiré, au bagne, en détention administrative. Il y a des personnes qui ont été exclues. Et les gargotières ont eu beaucoup d'argent parce qu'elles sont le relais de ces lieux de boissons où souvent quelqu'un peut se laisser aller autour d'une bière ou d'un vin de palme succulent, dont le pays était sous contrôle. Oui. Voilà. Par exemple, quand on devait partir à l'étranger, on avait besoin de demander un visa de sortie du territoire. Oui. C'est-à-dire que nous étions pratiquement en prison. Et toutes ces dispositions ont été seulement levées en 90. Oui. Voilà, donc quand le préfet vient pour dire que là, il ne veut plus, bon, ça veut dire que... Et souvent, le gouvernement camerounais dit à tout le monde, dans toute la communauté internationale, que venez voir la pluralité des organes de presse chez moi, audiovisuel et sur papier, et aujourd'hui sur Internet. Donc, je ne peux pas dire que il n'y a pas la liberté chez moi. Et je me souviens même qu'il y a eu un congrès ici des caricaturistes à la fin des années 90. Oui. Et il y avait les grands, il y avait Plantu, il y avait Goussini, il y avait beaucoup d'autres, et qui ont dit que nous, on est quand même surpris que les journaux satiriques camerounais puissent dessiner le chef de l'État et sa femme dans leur lit. Nous, on ne va pas jusque-là parce que c'est indécent. Oui. Et ils l'ont dit aux jeunes caricaturistes camerounais qui allaient un peu dans tous les sens. Voilà. Donc, souvent, le régime politique camerounais
se vante de cette pluralité d'opinion. Oui. Parce que c'est sa marque. Donc, quand on veut dire que non, il n'y a pas les droits de l'homme, ils disent, vous-même venez voir combien d'organes qu'il y a chez moi, audiovisuels et télévisuels. Voilà. Donc cette décision va même à l'encontre de ce qui est prescrit par le chef de l'État. Parce que, oui, c'est le chef de l'État qui a aboli l'ordonnance de 62. Oui. Il ne peut pas ramener ça au motif que, en fait, ça veut dire qu'il y a subversion. Oui. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le gouvernement, on ne respecte pas ceux qui conduisent les institutions à la tête desquelles le chef de l'État, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est vieux. C'est depuis 1990 qu'il y a cette liberté-là. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il a reçu le OK du chef de l'État pour qu'il y ait un territoire où il n'y a pas de subversion? Je ne sais pas. On sait très bien que nous sommes à la veille de 2025. Henriette Ekwe, on sait également qu'une décision comme cela peut avoir été prise sur la base des renseignements qui sont à la disposition de l'autorité administrative qui, dans son unité de commandement, pense quand même qu'il pourrait avoir certaines velléités et essaye, si on peut le dire, d'étouffer cela dans l'œuf. Oui, il y a des jours où on dit que bon, ça peut conduire à des soulèvements. On a réduit l'opposition à quoi? On a réduit l'opposition à parler sur les plateaux de radio ou de télévision. C'est tout. On ne peut pas faire un meeting. On ne peut pas tenir une réunion. À tout moment, la police peut entrer chez vous, même quand c'est dans un domicile privé. Oui. Donc, on sait ça. Le seul endroit où on entend l'opposition, c'est sur les plateaux de télévision. Ça ne va pas loin. Oui. Donc, quand on peut au moins leur accorder cet espace-là. Oui, ils n'ont que ça. Oui. Ils n'ont que l'espace des radios, des télévisions. Oui. C'est tout. Oui. Une fois que vous avez fini, vous allez vous coucher. Pourquoi? Parce que le pouvoir a décidé que les opposants ne peuvent pas tenir de meeting, ils ne peuvent pas faire de réunion publique sauf pendant l'élection. Pendant les élections, où ils ont droit à 15 jours pour la de campagne électorale. Oui. Voilà. Après la campagne, ils rentrent, je dis souvent, dans la niche. Parce qu'on a dit, bon, vous avez fini, vous rentrez. Tandis que le RDPC se déploie comme il veut. Oui. Voilà. On va donc parler d'autres choses à côté de cet arrêté du préfet du département du Fondi qui fait problème et qui expose à une expulsion temporaire de son unité de commandement les personnes qui se rendraient coupables de discours haineux à l'encontre des institutions et de ceux qui les dirigent. Parlons de cette autre affaire. 7 membres d'une famille décédée à Hawaï, dans le département de la Mefoya-Famba, dans un incendie. Les victimes étaient âgées entre 2 et 20 ans et c'est une mauvaise manipulation de carburant qui se trouvait dans la concession qui est à l'origine de ce drame. Henriette Ekwe, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer le retour de ce qu'on appelait autrefois le Zoazoa dans les différentes rues et dans les différentes villes du Cameroun? Le Zoazoa est revenu parce qu'il y avait des trafiquants, il y a des gens qui comme a dit une femme dans une des télévisions, qu'ils reçoivent le Zoazoa depuis Limbé. Oui. Donc, avant, on a supprimé le Zoazoa. Il y avait même des gradés de l'armée qui étaient impliqués dans le trafic du Zoazoa. Oui. Bon, alors, on est dans un pays où on se débrouille comme on peut. Et tous les reportages qui ont été faits à la télévision, les personnes, y compris même des femmes qui sont des vrais maîtres du Zoazoa, on dit qu'on connaît les dangers, mais il faut qu'on survive. Oui. Voilà. Donc, c'est à l'État de veiller à ce qu'il n'y ait plus de Zoazoa. C'est l'extrême pauvreté, la vie chère. Mais la misère, la précarité. Oui. Notre pays va mal. Notre pays va très mal. Le Zoazoa a été interdit dans les années 90, où on a mis vraiment l'accent sur le Zoazoa. Il y avait eu des drames aussi à l'époque. Oui.
Et on a tout fait pour que le Zoa soit sous contrôle. Même quand il y a eu l'accident de Sam, parce que les enfants sont venus soutirer un peu de Zoa pour aller vendre, un peu d'essence pour aller vendre. Et ça a pété, il y a eu des morts en Sam en 98, février. Donc je dis qu'il y a les autorités qui doivent veiller à ce que le Zoa n'existe plus, soit sous contrôle. Mais sauf que les femmes, les hommes en vivent. Ils vivent de ça. Et les mototaxis ont dit que c'est moins cher qu'à la station. Donc il faut que l'État sévisse pour la sécurité des Camerounais. C'est très important parce qu'il y a des vies à sauver, à préserver. Lorsqu'on apprend tout ce qui est arrivé à cette famille, la famille Amougou, c'est du côté d'Hawaï, dans le département de la Meufouya-Famba, c'est dans la région du centre Cameroun. Parlons politique. Garga Manadi, pour un bref rappel historique, nommé le 7 novembre 1990, ministre de la fonction publique et du contrôle supérieur de l'État, sous Sadou Ayatou, qui était alors Premier ministre, a démissionné de ses fonctions de ministre de la fonction publique le 27 août 1992. Il est fondateur et président de l'ADD, Alliance pour la démocratie et le développement, parti créé le 4 juin 1991. Et il vient de faire une déclaration relayée par le quotidien Mutation, selon laquelle, même sur une civière, Paul Biya sera réélu en 2025. Est-ce que vous partagez son point de vue en rapport avec la présidentielle de 2025? Vous savez, les deux premières élections multipartistes, la première a été perdue par le RDPC le 1er mars, les législatives, ça a été perdu et le président, du moins le RDPC, a dû s'acheter une majorité. Nous étions en 92. On était en 92, 1er mars. Voilà. Et on a d'abord pris le MDR. J'oublie son nom. Le MDR est venu et puis après d'autres partis sont venus pour aider à la majorité. Pour qu'il y ait une majorité. Bon. Et en octobre, Froundi a frôlé la victoire. Il a raté de quelque peu. À partir de là, le RDPC a déduit qu'il sera difficile de battre l'opposition. Tout simplement parce que qu'est-ce qui a fait le succès de l'opposition en 90, 91, 92? On sortait des plans d'ajustement structurel qui ont été d'une violence. On a mis des tas de gens au chômage. À la bénédiction du FMI et de la Banque mondiale, c'était inhumain. C'était inhumain. Il n'y a qu'un parti clandestin qui se battait pour dire que ce néolibéralisme-là qui est mortel, et il a été mortel pour beaucoup de Camerounais. On a parlé des déflatés. Il y a eu des déflatés, il y a eu des familles qui se sont disloquées, les femmes qui ont allé se débrouiller en Europe. Et souvent pas dans des métiers très nobles pour sauver la famille. C'était ça. Du jour au lendemain, parce qu'au début des années 90 et des années 70, il y a eu un boom économique. Les banques américaines sont venues s'installer et tout. La SNI a commencé à faire des industries de transformation du coton, il y avait par exemple le corn-beef, des choses comme ça. Donc c'est quand même, il y a eu un boom et il y a aussi eu, on a déversé tous les diplômés de l'université ont trouvé du travail. Donc les classes moyennes ont connu vraiment un boom extraordinaire. Et du jour au lendemain, la Banque mondiale, le FMI arrive, il faut fermer ci, il faut fermer ça, il faut fermer. Les gens se sont retrouvés dans le désarroi total. Tout à fait. Donc, quand l'opposition arrive en 90, tout le monde vient dans l'opposition. A soif du changement. Tout le monde a soif du changement. Et donc, ce qui fait que le RDPC n'avait pas
de chance de pouvoir battre l'opposition. Oui. Bon, donc ils ont fait comme ils ont pu. Et puis voilà. Et depuis, on n'a pas battu l'opposition. On n'a pas battu le RDPC. Donc vous ce êtes que Garga dit, oui. Ce que Garga dit est vrai. Écoutez, quand on regarde le nombre d'inscrits, nous sommes à peu près, disons alors 25 millions. Oui. On ne va pas dire qu'on est 30 millions, on est 25 millions. Oui. Et quand il y a des votants, c'est 3 millions. Vous trouvez ça normal? Vous allez dans un pays comme le Mali, à l'époque, le Mali va à une élection, ils ont 12 ou 14 000 inscrits. Non, 14 000 de population. Oui, Oui. Et il y a 8 millions de votants. Et pourquoi il n'y a jamais eu même 10 millions? C'est dans ce challenge que Cabral Libye a fait son truc 11 millions. Je lui ai dit, tu n'y parviendras pas. La preuve, c'est que quand on a donc fini d'inscrire, on dit que non. Maintenant, alors, il faut voir les doublons. Bon, les doublons sortent d'où? Si quand je m'inscris avec ma carte d'identité, d'où vient-il qu'on se mette à enlever des doublons? Et souvent des quartiers populaires, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'être acquis à l'opposition. Donc c'est un début de la manifestation de la fraude. Mais le fait même qu'il n'y ait jamais eu 10 millions de votants au Cameroun, c'est un scandale. Oui. D'inscrits et de votants. Oui. En lui-même, c'est un gros scandale. Des pays qui n'ont pas notre population ont plus de 10 millions de votants dans leur pays. Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Effectivement, quand vous posez la question, par exemple, aux diplomates accrédités au Cameroun, oui, ils vont vous dire que nous n'allons pas vérifier si les Camerounais ont été inscrits et combien sont inscrits. Oui. Ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est que lorsque l'organe qui doit proclamer les résultats a proclamé les résultats, on envoie les félicitations. Oui. C'est tout. Donc, débrouillez-vous avec votre pays et votre système. Pour le problème du nombre d'inscrits qui semble, selon le ratio de la population camerounaise, insuffisant, c'est même ridicule. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que les Camerounais ne soient pas suffisamment informés, ne s'intéressent pas aussi suffisamment à la question politique? Ah non. Notre pays est dans la politique depuis le début du XXe siècle, oui, et même au-delà. Oui. Bon, les Camerounais écrivaient des pétitions à la Société des Nations, à la conférence de Versailles. Oui. Les Camerounais sont très politisés. Oui. Très politisés. Et quand vous voyez l'intérêt qu'ils portent au débat politique, ça veut dire qu'ils ne dorment pas. Oui. Et si au Cameroun, on a pu faire 6 mois de ville morte, c'est que les Camerounais étaient accrochés à la conférence nationale souveraine. Oui. Donc, on ne peut pas dire que c'est des demeurés qui ne pensent pas. Non. Des ignorants politiques. On n'est pas des ignorants politiques. Oui. Simplement, quand le vent est fort, on plie, mais on ne rompt pas. Oui. C'est-à-dire, on se couche d'abord. C'est tout. Mais si vous laissez une petite étincelle, les Camerounais suivent les débats. Oui. Même moi, quand je passe à la télé, quand je sors dans la rue, ouais, maman Henriette, on t'a suivi hier. C'est que les Camerounais sont accrochés à la politique. Mais est-ce que c'est suffisant de suivre les débats et après ne pas poser des actes concrets sur le terrain? Je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Quand les élections sont arrivées en 92, même les grabataires disaient « amenez-moi voter ». Oui. Je ne savais pas que j'allais voir ça dans ma vie. Oui. Je vous assure. Les gens votaient massivement. Mais quand ils se sont rendus compte, mais une fois même, il y avait une élection présidentielle, on a sorti les chars d'assaut. Dans les rues ce pays de Douala, oui. C'est après qu'on a retiré pour intimider ceux qui voulaient se rendre dans les bureaux de vote. Voilà, le jour de l'élection de 2004, le préfet
dit aux gens, allez faire vos approvisionnements, comme si on allait faire la guerre. Oui. Et c'est souvent, quand la démocratie est arrivée, qu'on a commencé à parler de la paix. Oh, on brandit l'arbre de la paix. Oui. Pourquoi on brandit l'arbre de la paix? On brandit l'arbre de la paix pour dire que si vous tentez de dire que c'est vous qui avez gagné, vous allez tout gâter. Oui, et on sera obligé de sévir. Oui. Et on ouvre les casernes. Et quand on ouvre les casernes, c'est des coups de feu. Donc les Camerounais s'intéressent à la politique. Beaucoup. On ne peut pas leur faire le procès de ne pas s'inscrire sur les listes électorales et de non plus voter parce qu'il y a un taux d'abstention quand même qui est souvent relevé en taux. Le taux d'abstention alors, je vais vous dire, par exemple, les élections de 2002. Les gens, on est venu dire aux gens du marché central, venez vous inscrire massivement. À Douala 2e. Le jour de l'élection, à 17h, les gens cherchaient encore leur carte de vote. C'est là que, pendant que tu cherches, ton frère t'appelle à Loum, te dit, me voici à Loum, je vois ta carte ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a beaucoup d'histoires. Si même les journalistes, ceux qui ont fait des couvertures d'événements politiques, se mettaient à raconter les élections, c'est très succulent. C'est ce qui explique la non-participation de nombreux Camerounais aux élections, parce que le taux d'abstention élevé qu'on peut souvent enregistrer. Le taux d'abstention, c'est que les gens se sont découragés. Je vais vous dire, une personne, on lui dit, bon, tu es inscrit, tu as voté ici. Je parle du centre du lycée Jos, pas loin de nous. Bon, tu dois voter. En 2018, tu dois encore voter au lycée Jos, à tel bureau. Bon, la personne vote en 2011. En 2018, son nom n'est plus là. Donc, il y a des tripatouillages terribles. C'est ça qui fait que... Et puis, regardez ce qui se passait avant. Bon, ils ont essayé de corriger. Avant, c'est à la permanence du RDPC qu'on distribuait les badges des présidents de bureaux de vote. Cela veut dire que les présidents de vote sont exclusivement des militants du RDPC. Ils allaient prendre les badges à Bonanjo. Les présidents de bureau de vote. Les présidents du bureau de vote allaient prendre les badges de président de bureau de vote là-bas. C'est-à-dire que ce sont exclusivement des militants du RDPC qui ont accès au statut de président de... Mais à côté, il y a des scrutateurs qui appartiennent souvent à d'autres partis, d'autres formations politiques. Mais vous savez, moi, je serais tenté de dire que, puisqu'on dit aux gens que, comme vous n'avez pas de scrutateur, tant pis pour vous. Bon, tant pis pour moi. Je ne peux pas avoir un scrutateur à Minganga. J'ai quel argent? Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est que l'élection est censitaire. C'est-à-dire c'est ceux qui ont l'argent qui peuvent se présenter à une élection, non seulement de déposer une caution consistante, mais aussi de disposer des frais de campagne. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Même moi, j'ai eu des propositions comme ça, y compris aux États-Unis. Mais je leur ai dit que je ne peux pas être candidat parce qu'il faut une somme d'argent très importante. Et si je ne l'ai pas, je suis condamné à observer. Si ce n'est pas indiscret, c'était pour quelle élection présidentielle, Maman Henriette Ekoué? C'était pour l'élection présidentielle, mais on était à 8 mois du scrutin. Bon. Ça n'aurait pas été possible de faire d'abattre tout ce boulot en 8 mois seulement. On voit quand même un certain engouement pour ce qui est de l'élection 2025 autour des inscriptions sur les listes électorales, appel des différents leaders des partis politiques d'opposition et même des membres de la société civile. Est-ce qu'on peut quand même penser que 2025 soit différent des autres élections présidentielles que le Cameroun a connues? C'est un espoir de tous les acteurs politiques qui pensent que vraiment, d'abord, il y en a qui ont pensé
que le chef de l'État ne serait plus candidat. Oui. Je leur ai dit, mais je ne vois pas ce qui vous fait penser cela. Beaucoup ont pensé la transition en se disant que bon, l'heure est venue, il va partir et puis on va faire une transition. Sauf que le principal acteur n'a pas dit qu'il part. Donc, lui, il se prépare aux élections. Vous aussi, préparez vos élections. N'attendez pas une transition. Oui. Donc, je crois que l'engouement, c'est venu du fait que les gens, les acteurs politiques notamment, pensent que l'horloge biologique peut stopper des ambitions. Oui. Je ne dis pas ça pour évoquer des choses macabres. Oui. Mais c'est ce que les gens, à un moment donné, pensent. Et quand ils pensent ça, ils disent redoubler d'efforts parce que le moment est venu, même si le chef de l'État est encore candidat, les forces commencent à l'abandonner. Donc, c'est ce que les gens pensent. En dehors de cela, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient permettre à ces acteurs de la scène politique de l'opposition de pouvoir accéder à Etoudi, en dehors de cet élément de la nature? Mais qui a pu? Est-ce que 2025 ne va pas être différent des autres années? 2025, ça dépend de la position du chef de l'État. Oui. Et si le chef de l'État est candidat, tout est mis en œuvre pour qu'il soit le vainqueur. Oui. Donc, ça dit, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Si le président de la République est candidat, c'est lui qui va gagner. Point. Donc vous êtes d'accord avec cette déclaration de Garga Manadi qui a dit que même sur une civière, Paul Biya sera réélu en 2025 s'il se présente candidat. Il sera réélu. Oui. Il sera réélu, ça ne pose même pas de problème. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre d'aucun doute. Et le penser et ainsi le dire également, c'est presque faire insulte à ces leaders de partis politiques de l'opposition qui mènent des actions quand même, éventuellement pour accéder au pouvoir en 2025. Je ne leur fais pas... Parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont envie d'être candidats et puis ils se déploient, ils ont des équipes, des états-majors qui travaillent à ce qu'ils deviennent. Mais dire qu'après tous ces efforts, le président, même s'il est sur une civière, il va quand même se retrouver en train d'être réélu. C'est un peu comme si eux, ils n'avaient pas raison de faire tout ce qu'ils font actuellement. Non, qu'ils le fassent. C'est leur devoir. Oui. Et je les encourage. Oui. Bon. Maintenant, la réalité est tout autre. C'est David Eboutou qui a fait un post un jour à Facebook. Oui. Il a dit que même si Jésus de Nazareth descend au Cameroun pour être candidat, il sera battu par le grand Polo, a-t-il dit. Oui, Polo pour faire allusion à Polo. Arrête-toi là. Oui. C'est Polo. Oui. Bon, pour dire que il faut le faire parce que normalement, les acteurs politiques sont là pour jouer leur rôle. Oui. Et leur rôle, c'est de pouvoir être des candidats. Mais regardez même rien que la caution, je ne sais plus, c'est des dizaines de millions de francs. Tu vas trouver ça où? Bon, et maintenant, quand tu fais une élection, quand tu vas aux élections, il faut des scrutateurs partout. Oui. Il faut des milliards. C'est-à-dire que moi, j'en suis à me demander s'il ne faut pas forcer l'État à garantir le vote de chaque citoyen, c'est-à-dire le ministre de l'AT. Oui. Parce que je ne peux pas. Je peux avoir des sympathisants à Minganga. J'ai l'argent pour mettre des scrutateurs à Minganga. Tu n'arrives déjà pas à mettre des scrutateurs dans tout Douala, tout Yaoundé, toutes les principales villes. Voilà. C'est excessivement cher. Oui. C'est trop cher pour un pays du tiers-monde. Enfin, on a quand même eu des partis politiques dans ces conditions-là qui ont sérieusement menacé le parti au pouvoir. Vous l'avez bien dit. On a eu quand même le SDF qui, malgré les moyens limités, a pu faire bouger les lignes en 1992. Donc, ça peut continuer à être possible. J'étais dans la caravane du chairman. Oui. Mais je vous ai dit, l'engouement, après les villes mortes et tout ça, il y a des hommes d'affaires qui ont apporté des malles d'argent
pendant que j'étais dans la caravane. Quand on est arrivé à Bafoussam, c'était la magie. Donc, il y avait des gens, qui ont financé, y compris des hommes d'affaires, qui ont pensé que le pays sera mieux géré par l'opposition. Et ils ont apporté un argent fou à cette opposition-là. Un argent fou. Donc, ils ont bénéficié d'un accompagnement de certains hommes financiers, de certains hommes d'affaires, ce qui n'est pas forcément le cas pour les leaders des partis politiques d'opposition actuels. Oui, chacun sait où il trouve son argent. Bon, il y a encore des hommes d'affaires qui financent. Dans l'ombre. C'est même possible, c'est même évident. Il y en a qui ne se cachent même plus. Ils leur donnent de l'argent. Ceux-là sont les mieux nantis. Mais celui qui n'a rien, il va faire comment? Et où on arrive à des situations où parfois le RDPC donne un peu d'argent pour que tel candidat puisse se maintenir à flot. C'est difficile. Donc, la prorogation du mandat des députés, celui des conseillers municipaux, va également influencer les élections présidentielles de 2025. Oui, moi j'ai l'impression que on est en train de faire ça pour que, on va dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'en ce moment, on crie partout que les caisses sont vides. Tout à fait. Et les impôts sont toujours prêts à vous arracher la peau. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, c'est possible que organiser des élections législatives et municipales et présidentielles, ce n'est pas évident. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Donc, on va voir ce qui va se passer. Nous arrivons donc au terme de notre entretien de ce matin. Henriette Ekwe, vous avez sans doute quelque chose à dire avant de sortir sur le taux de réussite aux examens officiels, baccalauréat notamment, pour cette session de 2024. 36,27%. C'est très grave. Et puis le premier national, c'est la région du Nord-Ouest, a enregistré moins de 50% comme taux de réussite à cet examen. L'école d'aujourd'hui vous fait regretter votre époque ou sans forcément avoir les moyens de cette époque, la nouvelle technologie, avoir des parents qui sont même éduqués, qui pourraient encadrer leurs enfants, vous fait regretter votre époque? Beaucoup d'enfants avaient des parents qui ne parlaient pas français. Ce n'était pas là le problème. Mais vous avez pris très au sérieux vos études à votre époque? Non seulement ça, il y avait les moyens, les professeurs étaient là, tout était là. Quand aujourd'hui, l'APE doit acheter la craie, doit acheter les rames de papier, doit acheter les bancs, on a privatisé l'éducation comme ça. Et ça dépend de ce régime. On n'a jamais eu ça. On a privé les jeunes des bourses d'études qui étaient monnaie courante. Donc, on a mis l'université payant pour mettre les indigents hors de l'université. Malgré tout, les parents se sont saignés. Vous comprenez? Et moi, je dis que, on dit toujours, les gens de notre génération, c'est vrai, ont tendance à dire qu'il n'y a plus d'école. Sauf que, vous allez en Allemagne, vous allez trouver 12 000 ingénieurs sortis des écoles camerounaises pour aller faire des études en Allemagne. J'ai 2 filles. La fille de Ntoné, elle est à la NASA, mathématicienne. Elle a fait ses études, elle a fait son bac ici. Il y a une autre, une petite, Gino. Elle est chercheure au centre de recherche de la NASA à Pasadena, en Californie. Une petite, sortie de New Bell, où elle a commencé à faire son école. Ses parents ont émigré à un moment donné aux États-Unis. Elle est mathématicienne. Donc, je dis que les Camerounais, il y a un gisement de matière grise au Cameroun qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quand Clinton, la femme de Clinton me demande que c'est incroyable. Votre pays a des jeunes
ils sont allés dans les meilleures universités des États-Unis et sont devenus des professeurs de haut niveau. Oui. Ils sont camerounais. Donc, qu'est-ce que vous faites de ce gisement de matière grise? Donc, il ne faut pas dire, on peut dire, bon, par exemple, j'ai une petite fille qui est venue me voir un peu pour l'orientation. Elle m'a dit qu'elle est au lycée d'Aqua. Au lycée d'Aqua, elle est dans une classe où il y a 9 filles et 8 garçons. Oui. Et les filles, à deux échecs près, tout le monde a eu. Les filles. Le bac C. Oui. Et les garçons aussi, à peu près. C'est un effectif qui est rare à trouver dans les lycées. Voilà. 8 filles, 8 garçons, ça fait 16 élèves pour une classe de terminale. C'est plutôt rare. Au lycée d'Aqua. Oui. Ce sont des élèves qui sont venus me voir après leur succès, parce que je n'habite pas loin. Bon, c'est-à-dire que quand on commence à dire que les Camerounais, l'école n'est plus bonne, mais ce sont des gens sortis de ces écoles-là, qui sont allés faire des études d'ingénieur en Allemagne, qui sont allés faire des études en France, et où ils ont décroché des diplômes. D'autres sont allés, ils ont fait Polytechnique, un peu les doigts dans le nez. Ça veut dire que il y a dans notre pays il y a de la matière. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Les enfants ont fait des études ici et ils sont allés conquérir des diplômes dans les meilleures universités du monde. Oui, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, il n'y a ça nulle part ailleurs. Les Camerounais sont les plus diplômés dans la diaspora africaine. Il y a quand même des taux de réussite comme ceux qu'on a enregistrés pour cette session d'examen qui doivent interpeller. Oui, ça interpelle. Ça interpelle, bien sûr. Ben, ça veut dire qu'il y a des problèmes réels et qu'il faut qu'on s'occupe de ça. Mais il faut mettre l'argent quand on a les deux OTS, etc. Oui, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Absolument, qu'il prenne ses responsabilités. Merci, Maman Henriette Ekwe, de nous avoir accordé cet entretien sur ABK Radio ce matin. C'était tout un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradioofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.